va parler de registre. Ouais, on a inversé, alors vous verrez pourquoi. Il se trouve que l'un des orateurs est parti, comme ça nous arrive souvent, est en ce moment à Gao, au Mali, et il lui serait bien difficile de faire cette présentation, donc Tristan Manchal la fera, mais en dernière position. Ce que j'évoquais, c'est que si l'on veut analyser nos pratiques, et même bien avant nos pratiques, ceux que l'on a à traiter, il faut avoir des registres. Et il se trouve que c'est très très difficile d'avoir des informations exhaustives sur les lésions qu'on a à traiter, les traitements que l'on a appliqués. Et pourtant, c'est le seul moyen d'analyser nos résultats et de s'apercevoir qu'il faut peut-être modifier notre doctrine. Donc, Tristan Manchal a eu la chance d'aller passer 6 mois chez nos amis américains qui ont développé un trauma registry. Et c'est de ça dont il va nous parler et peut-être quelle application on pourra en tirer pour notre service de santé. Bon, en général, messieurs les académiciens, chers collègues, le sujet de cette présentation sera donc l'analyse à partir du trauma registry américain des traumatisés physiques français en opération. C'est effectivement un projet que j'ai eu la chance de pouvoir faire en côtoyant localement le registre américain. On sait que nos forces armées françaises prennent part dans beaucoup d'opérations depuis ces dernières années. Depuis 20 ans, l'armée est très sollicitée au combat, que ce soit en Afghanistan, en Afrique, notamment au Sahel, au Levant et autres. À la sollicitation de ces forces armées doit répondre à un soutien santé en opération en conséquence. Le soutien santé en opération est basé sur plusieurs principes que sont en résumé la médicalisation de l'avant, la chirurgicalisation et la réanimation de l'avant et les évacuations sanitaires, qu'elles soient tactiques sur le théâtre et stratégiques vers la France, jusqu'à la stabilisation et à terme la médecine de l'après, la réinsertion des blessés, la prise en charge de leur handicap sur le territoire national. La France est la 4e nation en termes de morts au combat de ses troupes, après les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. On a sur nos blessés français en opération plusieurs bases de données disponibles, notamment à partir de bases médicales, aéromédicales, base des évacuations sanitaires, et également un logiciel de recueil de l'activité opératoire qu'on avait jusqu'à encore récemment et qui a permis d'analyser depuis plus de 10 ans, depuis une quinzaine d'années, l'activité chirurgicale qui était pratiquée en rôle 2 ou en rôle 3 et qui ont donné lieu à plusieurs travaux intéressants sur l'activité chirurgicale en OPEX. En revanche, on n'a pas de registre continu d'outils épidémiologiques de recueil de l'activité exhaustif des blessés de guerre français, à l'inverse d'autres pays comme notamment les États-Unis, qui disposent d'un registre robuste. J'ai eu la chance d'aller voir pendant quelques mois ce registre, comment il fonctionnait. C'est une unité sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard, qui est basée à San Antonio au Texas et qui est chargée de recueillir et d'analyser notamment tous les blessés de guerre américains, mais pas seulement, tous les blessés traités dans leurs unités de soins militaires. Donc l'idée de ce travail était de faire une analyse rétrospective à partir des données du registre américain des militaires français traités donc en rôle 2, rôle 3 ou 4 américains sur une période large de 2001 à 2017. Et donc étaient inclus les militaires français qui étaient pris en charge en antenne ou hôpital militaire américain. Ce registre utilise plusieurs variables et le codage des lésions et des mécanismes et des procédures se fait par l'équivalent de la classification internationale des maladies et également par plusieurs scores de gravité et notamment le score AIS anatomique pour les lésions. Les résultats ont permis d'identifier dans le registre 59 blessés soldats français pris en charge,
qui étaient tous des hommes. Parmi ces 59, 46 étaient des blessés au combat, ce qui fait 78% de l'ensemble de la cohorte, d'un âge moyen de 30 ans, avec un ISS moyen, score de gravité à 10. Chronologiquement, voilà ce que ça donne sur la période. En fait, avant 2005, il n'y a pas de blessés français dans le registre. Et on voit plusieurs choses intéressantes sur cette répartition chronologique. Alors il y a quelque chose qu'on ne voit pas, mais que je vais vous dire, c'est que tous les blessés jusqu'à 2014 concernent en fait le théâtre de l'Afghanistan, exclusivement, en raison du timing de cette opération pour les armées françaises et puis de la colocalisation de la coalition internationale avec présence d'unités américaines, notamment sur le même site. Et à partir de 2015, ou de 2016 plus exactement, tous les blessés étaient exclusivement des blessés de l'opération Chamal, donc de lutte contre le terrorisme, contre l'État islamique au Levant. On voit que le pic de présence de ces blessés se situe sur les 3 années de 2008 à 2010, et cette période-là représente 50% de l'ensemble des blessés de la cohorte. On voit qu'à partir de 2009, il y a une décroissance de présence de blessés français au sein de ces hôpitaux américains, alors même qu'on sait que la période 2010-2011 était la période où on a connu le plus de blessés français, de blessés, de morts français en Afghanistan. Ça peut s'expliquer en fait cette donnée un peu paradoxale par le fait qu'en juillet 2009, un rôle 3 français, de l'OTAN, dirigé par la France et armé essentiellement par la France, a ouvert à Kaboul sur la zone de combat des forces françaises. Donc la plupart des blessés français étaient pris en charge dans cette unité, ce qui explique la baisse de présence de soldats français au-delà de cette période. On voit qu'il y a un pic aussi au niveau en 2012. En fait, on peut expliquer certaines de ces données quand on connaît un petit peu les choses. C'est qu'en 2012, il y a eu un afflux massif de blessés français suite à une attaque insurgée sur un camp français. J'étais à cette époque-là, en 2012, déployé à Kaboul, au rôle 3 français. Et dans ces cas d'afflux massif, ils sont répartis sur plusieurs hôpitaux. Donc à ce moment-là, sur les 15 blessés qu'on a eus, la moitié environ ont été détournés, entre guillemets, sur l'hôpital, le rôle 3 américain, ce qui explique ce petit pic en 2012. Au niveau du mécanisme, on retrouve des choses qui sont assez connues. On a analysé un petit peu ces lésions en les comparant en blessures au combat, donc blessures de guerre, et blessures non au combat, donc battle et non-battle injuries. On voit que le mécanisme des blessés au combat était essentiellement explosif pour les 2 tiers. Les plaies balistiques pures représentaient seulement 1/3 des blessés, ce qui est assez classique. Et on voit que près de 3/4 de ces blessures étaient pénétrantes. Cette différence entre les mécanismes au combat et non au combat ressortait de manière très significative. Au niveau des lésions retrouvées, pour ces 59 blessés, on a retrouvé 246 blessures, donc 246 lésions différentes, ce qui correspond à 5 lésions environ par blessé au combat, contre 2 pour les blessés non au combat. Et en termes de fréquence, les membres inférieurs étaient la région la plus touchée, suivi du membre supérieur, suivi du thorax et de la tête en proportion à peu près similaire, des lésions externes, donc périphériques des parties molles, et de l'abdomen. Si on regarde ces lésions en termes de gravité, cette fois, toujours réparties par les mêmes zones, stratifiées par les mêmes zones ISS, excusez-moi. Si on regarde les lésions les plus graves, donc qui correspondent aux AIS 4 et 5, donc en orange et en rouge, on voit que les lésions les plus graves ne concernaient pas les membres, mais plutôt la tête et le tronc, thorax et abdomen, ce qui est là encore des choses assez classiques. Au niveau du temps de transport préhospitalier moyen, qui est une donnée qu'on peut retrouver dans ce registre, il était de 223 minutes, donc environ 3h45 avant d'atteindre un rôle 2 ou 3, l'échelon chirurgical. Les moyens médévac étaient essentiellement hélico. On avait 9 patients qui étaient garrottés à l'arrivée. Et on a également des données transfusionnelles dans ce registre qui ont permis de voir qu'il y avait 14 patients, donc un quart des patients qui avaient nécessité une transfusion. Et on voit que c'était assez souvent des transfusions dites massives, puisque en moyenne, 25 produits sanguins étaient administrés
à ces patients. Et en termes de sang total, qui est un mode de transfusion un petit peu original qui s'est développé ces dernières années pour la transfusion à l'avant, il concernait seulement un seul cas sur cette cohorte. En termes de procédures chirurgicales, on les a analysées en fonction de la région ou de l'organe, on va dire, et du rôle 2, 3 ou 4 dans lequel ces procédures étaient réalisées. On voit que l'essentiel des procédures, la grande majorité, étaient réalisées au rôle 3. Et en termes de répartition, les lésions des parties molles étaient représentées la majorité, la plus fréquente des interventions réalisées, suivies des interventions orthopédiques, des interventions abdominales, et les autres en proportion un petit peu moindre. En termes de parcours des blessés, on a 12 blessés français qui ont été pris en charge en rôle 2 américain. Leur mode de sortie s'est fait selon cette façon. La plupart ont été ensuite transférés vers un rôle 3 américain. On a un patient qui a été transféré vers un deuxième rôle 2, 2 patients vers un autre hôpital de la coalition et un patient qui est sorti, qui est retourné à ses activités, donc qui n'a pas été hospitalisé plus loin. On a 54 admissions en rôle 3. Le mode de sortie était beaucoup plus varié pour les patients du rôle 3. 1 vers un hôpital de la coalition, 4 vers un hôpital local. 17, donc c'est-à-dire la plus grosse majorité, étaient transférés vers un rôle 3 ou un rôle 4 français, alors que 15 étaient déchargés pour retourner à leurs unités. 14 étaient transférés vers le rôle 4 américain qui est toujours en Allemagne, à Landstuhl, et 3 patients décédés. Donc on a même des patients français, ce que en fait, j'ignorais avant de regarder ce registre, qui sont passés par le rôle 4 américain en Allemagne. Pardon. Et sur les 8 admissions qui ont été saisies en rôle 4, 5 étaient transférés secondairement vers la France, donc c'est-à-dire la majorité finissait par revenir en France. 2 sortaient pour ne plus être hospitalisés et 1 décédé au rôle 4. Les patients décédés dans le registre sont uniquement les patients qui sont morts de leur blessure, c'est-à-dire qui sont morts après avoir atteint un échelon hospitalier. Les morts au combat qui n'arrivent pas jusqu'à l'hôpital ne sont pas pris en compte dans ce registre. La durée moyenne de séjour était relativement courte puisqu'elle est de moins de 24 heures et d'à peine plus de 24 heures en rôle 3 et 4. Et la mortalité donc, des patients morts des suites de leurs blessures après avoir été hospitalisés, donc concernait 4 patients, soit donc 7% environ de la cohorte. Donc on peut voir, même si c'est un effectif assez restreint, cette cohorte de 59 blessés français, ça nous permet quand même d'avoir un aperçu à travers un certain prisme quand même, un aperçu de la typologie des blessés français en opération sur une période donnée qui était 2001 à 2017, et donc sur ces théâtres particuliers sur lesquels à la fois donc la France et les États-Unis de fait étaient déployés. Il y a néanmoins donc un biais de recrutement qui fait que ces patients français étaient donc pris en charge en unité en rôle américain, et on ne sait pas pourquoi le registre ne recueille pas le type la raison pour laquelle le patient, si c'est une raison géographique pour laquelle il a atteint ce rôle-là, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé à un autre. On n'a pas non plus le lieu de la blessure dans le registre, donc on ne peut pas l'expliquer de manière géographique. On sait qu'il y a certaines raisons, comme notamment, je l'ai dit, les afflux massifs qui font que les patients peuvent être nombreux et répartis sur plusieurs unités, mais on n'a pas toujours la raison pour laquelle ces blessés français sont allés en rôle américain. Donc c'est pas nécessairement représentatif. On ne peut pas dire méthodologiquement que c'est représentatif de l'ensemble des blessés français. La prise en charge n'a pas forcément été la même si elle est assez uniforme globalement entre ce que font les Américains et ce qu'on fait. Mais il y a quand même un biais de recrutement qui fait que cet effectif, même s'il donne des informations, il donne des informations à travers un certain prisme. On voit quand même que l'épidémiologie de ce qu'on a observé est assez cohérente en termes de ce qu'on sait des blessures au combat, ce qui a déjà été décrit dans d'autres séries. C'est-à-dire que 2 tiers des explosions, 2 tiers des mécanismes sont des mécanismes par explosion, les IED ou
Les engins explosifs improvisés représentent la cause principale de blessures dans les combats qu'on connaît depuis plusieurs années. 3/4 des traumatismes étaient des plaies pénétrantes et 1/3 des lésions concernaient les membres. On a observé aussi, donc, ce qu'on savait, c'est que les blessures au combat sont plus graves par la gravité des agents vulnérants qui les causent, plus grave en termes de gravité anatomique du score ISS qu'on a pu observer, plus grave en termes d'intervention que ça a nécessité, notamment de transfusion. Et on a observé que pour les non-battle injuries, les accidents de la circulation étaient le mécanisme majoritaire, ce qui est également retrouvé et décrit dans plusieurs autres séries. Si on regarde le temps de transport préhospitalier, donc c'est-à-dire depuis la blessure jusqu'au premier échelon chirurgical, on remarque qu'il est relativement long, 3h45 en moyenne, alors qu'on connaît l'intérêt de ce qu'on appelle la golden hour, c'est-à-dire que c'est dans la première heure que les premières mesures réanimatoires, voire la chirurgie idéalement, doit se faire, ou au maximum dans les 2 heures, c'est ce qui est recommandé par la doctrine de l'OTAN. Donc c'est un temps de transport qui est relativement long, même s'il était quand même plus court quand on regarde que les données de l'Afghanistan, puisqu'on avait 153 minutes, mais ça reste supérieur à 2 heures. Donc ça c'est un peu finalement la réalité du terrain hein, qu'on observe là, même si, encore une fois, on n'a pas toutes les données dans ce registre, on ne sait pas qui a transporté ces malades, si c'était une équipe française, américaine, si elle était médicalisée ou pas médicalisée, on ne le sait pas toujours. Et en termes d'exhaustivité, ce temps de transport était disponible pour seulement 42% des blessés. C'est-à-dire qu'à la fois l'heure de la blessure et l'heure d'arrivée au rôle 2, ces deux données-là qui permettaient de calculer ce temps de transport étaient disponibles que pour 42% des blessés. Donc on ne peut pas non plus en tirer toutes les conclusions, mais ça donne quand même une information qui peut être étonnante. Les procédures orthopédiques et des parties molles concernaient 60% des opérations, ce qui montre là ce qu'on savait déjà, mais ce qui souligne le rôle important du chirurgien orthopédiste en OPEX, même si ce n'est pas forcément les lésions les plus graves qui vont tuer le blessé, mais en tout cas elles représentent la majorité de l'activité chirurgicale de ces blessés de guerre. 2-3 mots sur le registre américain, à partir duquel on a pu faire cette étude. Il a été créé en 2004 et il contient des données qui ont ensuite été étendues depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui et encore de manière prospective. Il contient 80 000 patients, dont 30 000 soldats américains, mais donc pas seulement les Américains, les blessés de la coalition comme les Français de cette étude, mais aussi les blessés locaux, les traumatisés locaux, qu'ils soient afghans ou de toutes les nations prises en charge, sont aussi rentrés dans ce registre. C'est un service, ce registre-là, qui embauche plus de 100 personnels, donc quand même une grosse unité, chargée donc de faire à la fois la saisie des données, l'extraction à la demande des praticiens qui les sollicitent pour des études, l'analyse statistique est également faite par les personnels de l'équipe, et puis il y a tout un logiciel informatique à entretenir. Globalement, il y a plusieurs sources de données qui sont utilisées. Ce schéma est un peu complexe, mais en gros, c'est une convergence de données à partir de dossiers médicaux qui soient à la fois papier ou informatisés des rôles 2, 3 et 4, qui convergent vers l'unité du registre qui est localisée à San Antonio. Et dans cette unité, des gens sont chargés de saisir les données et puis après de les analyser à la demande de clients, donc n'importe quel praticien qui en fait la demande peut solliciter les données du registre pour faire une étude, ce qui prend un petit peu de temps, il y a des démarches, il y a un protocole qui est un petit peu lourd, mais qui peut être fait, comme on l'a fait quand on était là-bas. Il y a 600 variables qui sont contenues dans ce registre, contenues dans un dictionnaire de données. Je vous ai mis cette diapo, le sommaire. On a à la fois des données démographiques, des données lésionnelles, des données préhospitalières, des données hospitalières en termes de constantes, de données biologiques également, de procédures, qu'elles soient radiologiques, chirurgicales ou réanimatoires, comme transfusionnelles par exemple. Plusieurs scores de gravité sont également calculés, et puis donc, le codage en termes de diagnostic et d'intervention. Il y a quelques limites quand même à ce registre, même s'il est robuste, qui permet quand même de faire pas mal d'analyses.
il y a quelques limites. Les morts au combat, je l'ai dit, ne sont pas inclus dans ce registre. Donc si on veut s'intéresser à la mortalité au combat, ils sont obligés d'utiliser d'autres données, comme les données du service de médecine légale, qui est très développé chez eux aussi pour les blessés au combat, mais qui ne fait pas partie de ce registre. Et il y a aussi, comme pour tout registre, un problème d'exhaustivité. C'est des données qui dépendent de l'information médicale disponible, c'est collecté par les praticiens, donc si les dossiers médicaux ne sont pas complets, le registre ne peut pas être complet. C'est des données qui sont très robustes pour le rôle 3, parce qu'elles sont basées essentiellement sur des données informatisées, des dossiers informatisés, un petit peu moins sur les rôles 2, et globalement très peu pour les données qui concernent l'avant, l'extrême avant, donc le rôle 1. Ces données-là sont très très peu capturées et pas toujours disponibles dans le registre. Néanmoins, malgré ces limites, c'est un registre qui permet de faire des dizaines d'études et de papiers, notamment ceux-ci, par exemple, que je vous ai mis. Là. Le premier qui date de 2016, qui a permis de montrer que, en comparant avant 2009 et le mandat du Sénat américain qui avait rendu obligatoire la prise en charge dans la première heure des blessés au combat, donc avec les moyens hélico, Medevac qui étaient mis en conséquence, et après la mortalité était diminuée en fonction de cette golden hour, plus ou moins. La transfusion préhospitalière aussi a montré que si plus tôt elle était réalisée pour les blessés hémorragiques, meilleure était la survie. Et enfin, le fait d'analyser aussi de manière descriptive la charge chirurgicale, l'importance de l'activité chirurgicale, ça a permis aussi de mieux axer leur formation, la formation de leurs chirurgiens, en l'adaptant à la réalité de ce à quoi ils étaient confrontés sur le terrain. Voilà, donc en conclusion, cette étude, même sur une petite partie de blessés, permet d'avoir un aperçu de la typologie de nos blessés français. C'est un reflet également de fait donc, du caractère multinational à la fois de nos opérations, mais du soutien santé des opérations récentes. Et ça souligne l'importance, l'utilité d'un recueil continu des traumatisés en OPEX, ce qu'on essaye de mettre en place pour le service de santé français, mais qu'on n'a pas pour l'instant, pour faire de l'analyse épidémiologique factuelle, de la démarche qualité, améliorer les pratiques et puis axer la formation de nos soignants au soutien au combat au plus juste. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la façon dont vous opérez en OPEX depuis la prise en charge 1, 2, 3, 4, comment l'identité peut être faite, puisque finalement le patient... Je peux reprendre la main sur la... Excusez-moi, je peux reprendre la main sur la souris. Je peux reprendre la main sur la souris. Le blessé va rentrer dans le logiciel, je suppose qu'il lui est où? Comment vous faites fonctionner? Parce que le blessé, il repart en arrière. Ensuite, c'est toujours le référentiel à un moment des interventions. À quel moment sont remplies l'ensemble des données et comment se fait la synthèse sur le plan informatique, je parle pur? Parce que c'est sûrement une difficulté, non? Pour les Américains? Pour les Américains, ou dans votre concept, même en général, comment vous voyez les choses? Parce que c'est un des problèmes des registres, c'est quand, comme vous avez une différence par rapport aux autres, c'est que les blessés vont se déplacer du rôle 1, 2, 3 dans des sens qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc sur le plan informatique pur, comment vous voyez qu'il n'y ait pas de problème d'identité et comment ça se passe? Alors effectivement, déjà rien qu'avant de parler de registre, la prise en charge d'un blessé au combat fait que le continuum de soins est important et la transmission entre le rôle 1, le rôle 2, le rôle 3 est important en termes d'information de ce qui a été fait. C'est important quand un malade est réopéré au rôle 3 ou au rôle 4, parce qu'en ce moment on n'a plus de rôle 3, de savoir ce qui a été fait lors de la laparotomie de damage control au rôle 2, donc ça même pour la prise en charge du blessé en soi c'est important. Et pour ce qui est du registre, les Américains sont, en fait il y a une fiche, un événement qui est créé sur le registre à chaque passage du blessé dans une unité. Donc un passage au rôle 2 va déclencher la création d'une fiche, d'un événement. Au rôle 3, idem, au rôle 4 et au rôle 5, pareil. Et après, ces données, les données sont saisies à San Antonio au service du registre et elles sont après regroupées sous le même identifiant anonymisé du patient. Je comprends pas ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que j'ai le sentiment, mais je suis moins imprégné que vous, mais
qu'au moment d'un OPEX un peu complexe, il peut y avoir des problèmes de communication informatique et de données qui ne doivent pas être si évidentes à faire suivre. C'est ça ma question, c'est comment on peut mettre, ils ont mis sur pied le système de suivi, à la fois bien évidemment du blessé, mais du suivi informatique des données, quand on sait que parfois dans le rôle 1, le système informatique qu'il y a, il peut être mis en cause. Alors, en rôle 1, il n'y a pas de système informatique, globalement. Donc le dossier n'est pas rempli à ce moment-là. Non, plus on se rapproche de l'avant et plus on utilise des dossiers papier, des fiches papier. C'est ce qu'ils utilisent aussi, c'est ce qu'on utilise, les fiches médicales de l'avant. Et on les a parfois pas toujours quand il y a un afflux de blessés avec 10 blessés qui arrivent en même temps. Le médecin rôle 1 qui les a pris en charge tous en même temps n'a pas toujours eu le temps de remplir à qui il avait mis tant de milligrammes de morphine. Donc idéalement, c'est les fiches qui sont remplies. Mais c'est difficile de les remplir et c'est difficile de les transmettre. C'est pour ça qu'eux-mêmes, ils ont moins de 10% d'exhaustivité de données préhospitalières. En revanche, dans leur rôle 3, où ils ont des dossiers informatisés, c'est ça qu'ils utilisent pour après le dossier informatisé n'est pas la fiche du registre. Ils recréent complètement une fiche, mais ils utilisent ces données informatisées mais au rôle 2, pour autant, ils utilisent une fiche papier qui est une fiche en 5 pages qui est remplie et c'est scanné, envoyé par mail au registre. Donc ça reste assez rustique finalement, mais effectivement, l'exhaustivité, elle ne peut pas être parfaite, elle est très difficilement parfaite. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des différences entre les différents pays qui sont susceptibles de prendre en charge des blessés sur le terrain des opérations, des différences conceptuelles dans les prises en charge chirurgicales ou dans les matériels, par exemple les fixateurs externes d'un pays sont-ils compatibles avec des matériels d'autres pays? Est-ce que ce problème se pose? Alors chaque pays globalement utilise son propre matériel. Ce qu'il faut savoir de base, c'est qu'il y a très peu de pays qui sont capables, très peu de services de santé qui sont capables de fournir une chaîne santé complète de leurs blessés, depuis le rôle 1 jusqu'au rôle 4, en passant par les maillons d'évacuation aéromédicale, tactique ou stratégique. Le service de santé français est capable de le faire, les Américains sont capables de le faire, les Anglais, les Canadiens doivent être capables de le faire. En dehors de ça, c'est souvent après sous forme de coalition multinationale que ça se passe. Et on se réfère beaucoup à la doctrine OTAN, donc dans le cadre d'une coalition, comme c'était le cas en Afghanistan. Le rôle 3, même s'il était armé par la France, appartenait à l'OTAN. Donc la doctrine OTAN fait que la doctrine du soutien au combat médical ou chirurgical est unifiée et homogénéisée. Après, il y a des différences de formation entre donc il y a des rôles 2, il y a des rôles 2 en ce moment au Mali, chinois, hollandais, allemand. Donc la doctrine OTAN fait que tout doit être un peu informatisé. Un rôle 2, ça doit être un premier maillon chirurgical avec de quoi faire du damage control essentiellement. Après, chaque pays a des formations et des matériels différents. C'est assez variable. Merci, c'est très intéressant et intriguant en même temps d'entendre qu'on est la quatrième puissance, si l'on peut dire, à avoir ce nombre de blessés, mais que d'autre part, alors que les Américains ont ce registre depuis 2003, nous en 2019, on n'a pas de perspective, et vous n'en avez pas donné en tout cas, sur l'arrivée, le pourquoi, le comment, le futur immédiat, si on peut dire, parce qu'immédiat, ce serait bien. Et d'autre part, quand on voit qu'il y a plus de 3 heures pour transférer 9 de ces blessés avec un garrot, alors comment ça s'est passé? Parce qu'au bout de 3 heures avec un garrot, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est une question plus ponctuelle. Mais enfin, la question principale, c'est l'interrogation qui, pour moi, est presque grave que dans notre pays, avec sa puissance, on n'ait pas ce type de registre, et qu'en particulier, même aux États-Unis, sur le site de la blessure, on n'est pas dans le registre à apporter des informations plus précises, alors que le site, quand même, c'est étonnant, c'est une question. Alors, pour le temps de transport préhospitalier, d'abord, pour répondre à cette question, je n'ai pas
je n'ai plus le détail de savoir en fonction de la gravité des patients, lesquels avaient mis plus de temps à arriver, et s'il y avait des patients qui avaient été garrottés pendant plus de 3 heures avant d'arriver au rôle 2. Il y en a sûrement eu. On peut imaginer que les patients les plus graves sont arrivés probablement avec un délai plus court au rôle 2 et que les patients moins graves ont eu un délai un peu plus long, mais je n'ai pas cette donnée-là. Néanmoins, il y a des élongations sur nos théâtres actuels qui font qu'un blessé peut se retrouver plusieurs heures avant d'atteindre le chirurgien et donc potentiellement garrotté avec les conséquences que ça peut avoir avant d'atteindre le rôle 2. Même si on essaye de mettre l'échelon chirurgical au plus près. Pour ce qui est de l'importance de ce registre, oui, c'est une donnée qui est connue depuis longtemps. Et il y a eu plusieurs efforts qui ont été faits ces dernières années pour créer ce registre. Ça nécessite à la fois des cliniciens qui soient impliqués dans ce domaine, ça nécessite aussi le soutien méthodologique de nos épidémiologistes, ça nécessite une volonté aussi au niveau central pour mettre en place ce registre. C'est effectivement étonnant et dommage qu'avec tous les blessés français qu'on a eus, on n'ait pas de données de ces... Alors après, le fait qu'on n'ait pas de données, ça ne veut pas dire qu'on fait mal. Globalement, on pense, on sait qu'on fait plutôt bien, mais on n'a pas de données pour montrer qu'on fait bien ou qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer, sans doute qu'il y en a. Mais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. J'en ai pas encore parlé, mais il y a un embryon qui est en train d'arriver. Pour répondre peut-être à la question, c'est un problème RH. Quand les Américains sont capables de mettre plus de 100 personnes à ne faire que colliger des informations et à les traiter de façon informatique, on sera toujours très très loin de ce nombre. Alors pour répondre aussi à la question, on a quand même des informations. On a eu pendant des années, alors j'ai été étonné parce que vous voyez, dans le registre, j'ai trouvé 30 000 Américains. Ouais. Et dans notre petit registre chirurgical, seulement les chirurgiens, parce qu'on n'a jamais réussi à demander à nos anesthésistes de remplir leur partie. Mais nous, on avait quand même à peu près 16 000 comptes rendus opératoires. Alors, ils ne correspondaient pas qu'à des militaires français, parce qu'il se trouve qu'on fait de la médecine et de la chirurgie au profit des populations qui nous entourent. Mais on a pu quand même produire des papiers en analysant à partir d'un fichier où il y avait 16 000 comptes rendus opératoires. Donc c'était des informations qui pour les chirurgiens étaient importantes. Et puis il a disparu dès le moment où on a tenté de donner la main aux structures qui nous ont dit « Ah oui, mais la sécurité de votre registre n'est pas bonne. » Et donc il a disparu. Mais c'est essentiel, on est tous d'accord, c'est essentiel. Pour cette chose aussi élémentaire que de dire on a besoin d'un orthopédiste sur le terrain, alors on a la perception empirique qu'on n'a pas besoin de chiffres. Mais pourtant, si on a les chiffres, on peut l'assurer. Or, il se trouve qu'à l'heure actuelle, d'un point de vue RH, en chirurgien orthopédiste, on est particulièrement pauvre. Et donc, il y a eu des moments où on a pu adapter nos équipes en supprimant un chirurgien orthopédiste. Et il se passe ce qui doit se passer. Donc, le registre est essentiel. Et je pense qu'on a Tristan Monchal qui a eu cette chance d'aller voir au cœur même du dispositif de nos camarades américains, et que dans les années à venir, on va avoir quelqu'un qui va pouvoir dire « mais eux, ils ont fait comme ça, ou ils ont abandonné ces pistes, il y a ça qui ne marche pas chez eux, et si on construit quelque chose, on ne va peut-être pas le construire en faisant les mêmes erreurs. » Tu as du travail pour les années à venir.